Vous vous demandez pourquoi vous en arrivez à faire du chantage avec votre enfant. Vous savez le genre de phrase « si tu manges tous tes légumes, tu pourras avoir un dessert ». Ou vous réalisez que parfois, vous faites à sa place alors qu'il n'a rien demandé. Ça arrive comme des automatismes et c'est plus fort que vous. Si ce genre de situation vous parle et que vous avez souvent l'impression que la même situation se rejoue, c'est que vous êtes probablement vous aussi dans des jeux de rôle psychologiques, inconscients, qui vont nous offrir un bien-être à très court terme et qui ne prennent pas soin de nous ni de nos enfants. Alors pour les comprendre et tenter d'avoir des relations plus saines avec eux, j'ai envie de vous parler de ce que l'on appelle le triangle dramatique. Afin de pouvoir prendre conscience de ce qui se joue au sein de nos relations, de manière souvent involontaire. Et dans la prochaine vidéo, je vous donne des pistes de comment en sortir ou simplement éviter d'y rentrer. On rentre tous dans des jeux psychologiques. Il y a 3 rôles principaux. Et même si on switch tous d'un rôle à l'autre, on a tous un rôle favori, ce qu'on appelle une porte d'entrée. C'est un processus très spontané dans notre société. Ça vient de mécanismes qui ont été mis en place dans notre enfance et qui ont été entretenus depuis que nous sommes tout petits. Et la preuve est que vous avez peut-être vous aussi, comme moi, cette impression d'entendre l'un de vos parents parler quand vous parlez à votre enfant. Comme si on ne faisait que répéter quelque chose dont on n'avait même pas vraiment conscience. C'est quelque part un héritage, une façon d'attirer l'attention, de répondre à certains de nos besoins en utilisant les autres et en acceptant que les autres nous utilisent. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la possibilité de changer ces mécanismes. Et si on n'y arrive pas entièrement, donc à les faire disparaître, on peut tenter d'en sortir au moment où on en prend conscience. Car avant de résoudre un problème, il faut d'abord se rendre compte qu'il y en a un. Le parent sauveur. Le parent sauveur est le bon parent, celui qui va toujours prendre la défense de son enfant. Même parfois face à l'autre parent avec des cachotteries du style « c'est bon, je vais t'acheter le vélo que tu veux et que t'as demandé à papa, mais dis-lui que c'est ton argent de poche. Hein ». Il va avoir tendance à être laxiste, à tout accepter pour éviter les affrontements. Le rôle de parent est de faire et penser à la place de son enfant. Maman est là, maman te protégera, voilà ce que je suggère. Évite le drame, reste avec moi, écoute ta mère. Il se sent la responsabilité de lui trouver la solution à tous ses problèmes et intervenir dans tous les conflits qu'il peut vivre en donnant son avis ou des conseils. C'est un peu un « je t'aide, donc je suis ». Et même alors que son enfant ne lui a rien demandé, c'est le parent qui va dire « tu aurais dû m'en parler, je t'aurais aidé ». Ou « si tu m'avais dit que tu avais raté le bus, je serais venu te chercher plutôt que d'attendre le suivant pendant 20 minutes. » Ou encore « j'ai mis ton réveil, j'ai préparé ta collation, j'ai rempli ta fiche de devoir, n'oublie pas aujourd'hui tu as natation, j'ai préparé ton sac. Ta serviette de bain est juste à côté. » Le sauveur prend souvent son enfant comme une victime dont il a un peu pitié. « C'est pas vrai que ton ami t'a fait ça, demain j'appelle sa maman. » Ou bien, lorsque le grand va dire à sa petite sœur de ne pas rentrer dans la chambre, le parent va s'interposer et se mettre en colère contre le grand frère pour venir sauver la victime, la petite sœur, en pointant ses faiblesses. « Ta petite sœur est tellement petite, tu devrais la laisser rentrer. » Alors qu'elle n'a rien demandé, elle n'a pas demandé d'aide, et elle aurait certainement pu trouver seule les arguments qui auraient réglé le différend. Le sauveur se croit souvent plus intelligent, plus fort, plus puissant que les autres. Mais en réalité, il ne sauve personne car personne ne lui a rien demandé. Son utilité est plutôt illusoire et le but de ses actions et de ses conseils est de s'auto-affirmer, d'exister dans ses relations, d'avoir un sens à sa vie, à son rôle de parent et pas de réellement apporter l'aide dont ses enfants auraient besoin. Le message qui est indirectement passé à l'enfant est « je ferai toujours tout pour toi ». Jusqu'à parfois vivre la vie de ses enfants par procuration. Alors on s'imagine bien que l'enfant aura tendance à manquer d'autonomie, il aura tendance à être peu volontaire. Ce genre de relation peut même le pousser à devenir un peu manipulateur pour obtenir protection des autres car il aura trop bien appris à être la victime, bien protégée et parfois même faire des caprices car c'est le mode de fonctionnement qu'il aura toujours connu. Ce qui aura pour difficulté que l'enfant, une fois devenu adolescent ou même adulte, se sentira parfois infantilisé ou emprisonné dans cette relation où il aurait pourtant tellement besoin de prendre un peu d'air, apprendre à vivre de façon plus autonome. Plus tard, on pourra entendre l'adulte s'en plaindre en disant que son papa ou sa maman était étouffante et même castratrice parfois. Et de l'autre côté, donc, on aura son parent qui se sentira bien sûr souvent débordé, il souffrira parfois de manque de reconnaissance face à tout ce qu'il fait, il sera déçu ou aura des attentes énormes vis-à-vis de ses enfants. Si le parent ne reçoit pas la reconnaissance à laquelle il s'attend, il pourra vite prendre le rôle de victime. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne me remercies pas comme tu devrais, ou bien de persécuteur. De toute façon, j'ai toujours su que tu n'y arriverais pas. Tu dépends de moi pour tout. Le parent victime.
Pour le parent victime, la vie est difficile, il se fatigue et va souvent se plaindre auprès de ses enfants que chez lui, tout n'est qu'échec. Tout ce qu'il entreprend échoue, ses études, son couple, son travail, ses enfants, ses décisions, les choix qu'il a faits. Il a un grand sentiment d'impuissance, il se plaint, il subit, il s'apitoie. Il ne se sent pas responsable car c'est la vie qui est comme ça, c'est le monde qu'il traite mal. C'est la météo, c'est à cause de son travail, de son boss, de ses collègues, des changements, des transports, du manque de confiance en lui. Et parfois, c'est à cause de ses enfants qui lui mènent la vie dure. Tu t'en fous de ta maman. Ou regarde ce que j'ai fait à cause de toi. Et encore, tu crois que c'est facile pour moi? Tout est externe. Et ça lui permet de ne pas devoir assumer. Le parent informe souvent qu'il est fatigué, déprimé, qu'il n'a pas le temps, ni le courage, ni l'envie. Tu me fatigues, tu ne m'épargnes jamais. On les reconnaît à leur toujours, jamais, tout le temps, tout le monde. Ou personne ne m'aime. Il envie les autres parents pour lesquels tout est plus facile et il ressent parfois de la jalousie. Quelle chance d'avoir un mari qui s'occupe tellement bien de ses enfants, dire que moi je n'ai même pas de cadeau pour mon anniversaire. Ou bien, quelle chance d'avoir des enfants qui réussissent si bien à l'école, qui sont tellement remerciants vis-à-vis de leurs parents. Mais il n'a pas envie de changer pour une vie meilleure car son existence douloureuse légitime sa position et lui permet d'exister auprès de ses enfants. Cette position de parent infantilisé lui apporte l'attention, la compassion de ses enfants. Le parent infantilisé va attendre un certain maternage de ses enfants qui vont le prendre en pitié, qui vont très souvent essayer de le sauver en lui apportant beaucoup d'attention, le protégeant, en lui apportant conseil et aide. C'est ce qui peut parfois mener à des enfants qui auront pris la place de parents ou qui deviennent leurs confidents. On appelle ce processus, bien connu, la parentification. L'enfant va commencer à prendre des responsabilités qui sont beaucoup trop lourdes pour lui et qui peuvent chambouler son équilibre durant l'enfance ou l'adolescence. Le parent a souvent conscience qu'il considère son enfant comme un adulte, mais il ne réalise que rarement ce que ça peut provoquer chez son enfant. Oui, comme pour les 3 rôles, ça n'est bien sûr pas fait de manière intentionnelle parce que très souvent, en tant que parent, on pense qu'agir de cette façon aide ou aidera notre enfant. Par exemple, ici, simplement à faire de lui un enfant plus mature. Cette situation peut se présenter en dehors de toute séparation, mais dès lors qu'il y a une séparation, l'enfant peut vite devenir le messager, le confident ou le bon copain du parent. L'un des parents se présente comme la victime de la séparation et l'autre parent est donc inévitablement le persécuteur. Et plus tard, cet enfant, aujourd'hui adulte, qui aura passé ses années d'enfance et d'adolescence à tenter de satisfaire le désir de son parent et en oubliant et même négligeant ses propres désirs, sera épuisé d'avoir tant donné en vain. Il pourra avoir tendance à vouloir le secouer, le critiquer et passer par épuisement de l'enfant sauveur à l'enfant persécuteur. Le parent persécuteur. Le parent persécuteur va avoir tendance à dévaloriser son enfant, à le critiquer, voire même parfois à l'humilier. Tu ne réussiras de toute façon jamais. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu as un toit, le repas est prêt tous les soirs, il est temps que tu t'actives. Ces propos sont sans appel, définitifs. Il en vient même parfois à être très dur. Tu ne sais même pas faire la vaisselle correctement. Si au moins tu gagnais de l'argent, on pourrait s'acheter un lave-vaisselle. Il peut même faire preuve d'ironie. Oui, réussir tes études, il n'y a plus que toi qui y crois. Ou bien, tu me reprochais d'être en retard, mais on dirait que toi aussi tu ne sais pas respecter les heures finalement. On le reconnaît aussi au chantage. Si tu manges tout, tu auras un dessert. Ou bien, si tu ne rentres pas à l'heure, tu seras privé de sortie. On peut aussi le reconnaître à ses comparaisons. Il aime comparer avec les autres qui font mieux que son enfant. Avec ta sœur au moins, ça ne se passe pas comme ça. Ou bien, avec lui-même qui est toujours le meilleur. À ton âge, je savais déjà lire, écrire, compter. Listen, you little wiseacre. I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. I'm right, you're wrong. And there's nothing you can do about it. Et les autres qui sont tous moins bons que lui. Tu es vraiment comme ta mère. Il pourra même aller jusqu'à garder des informations pour être sûr que son enfant échoue. Il se dédouane de toute responsabilité. Il est droit. Et c'est les autres qui sont responsables de tout. Il est souvent très exigeant, stressé, anxieux. Il se montre vite énervé, voire même agressif et menaçant, quitte à faire peur. Si tu continues comme ça, tu vas dehors. Et il vit dans la peur car la vie est un ennemi. Il n'arrive pas à oublier les problèmes du passé et s'imagine qu'il aura de nombreux problèmes tôt ou tard. Et on entend dans son discours que tout ça le fatigue, qu'il n'a plus aucune énergie. Et en même temps, ça lui permet de se valoriser, car il manque souvent lui-même de confiance en lui. L'enfant ressent une pression forte et la responsabilité qu'il porte est aussi très grande. Aussi petit soit-il. Il n'y a pas de place pour la discussion, il ne pourra pas montrer ses émotions, il sera souvent lui aussi stressé par la vie et aura tendance à développer des complexes, notamment d'infériorité. Il n'est pas rare que, pour se valoriser, cet enfant, une fois devenu parent, prenne le rôle du persécuteur, qui était plus jeune persécuté. C'est tout cet héritage que l'on transmet à nos enfants et à nos petits-enfants quand on vit dans ces rôles. Et je trouve que c'est très intéressant d'en prendre conscience. Le parent va même parfois justifier une certaine violence par un vécu violent. Et pourtant, après la prise de conscience, on peut se mettre en chemin vers une autre façon d'envisager la relation à son enfant. Ce n'est pas simple et ça ne se fait pas du jour au lendemain.
mais on a tellement à y gagner. Comme je l'ai déjà dit, ces jeux de manipulation sont fort répandus dans notre société et trouvent leurs racines dans notre enfance. C'est comme ça, au travers de la relation à nos parents, à l'école, qui fonctionne aussi souvent sous forme de chantage, de points, de contrôle ou du fait de passer ou non à l'année supérieure, ou encore dans les films, que le schéma de ces jeux psychologiques se met en place et se perpétue par des automatismes, des reproductions de génération en génération. Ces jeux sont des petites manipulations réciproques qui apportent des avantages dits secondaires. Il est d'autant plus intéressant de les déceler car l'effet sur notre bien-être est de très court terme et va venir combler de la mauvaise façon un de nos besoins. De la mauvaise façon car on utilise l'autre comme un objet, sans le respecter, sans lui permettre d'exister pour ce qu'il est, mais bien pour ce qu'il peut nous apporter. Le réel besoin n'est bien souvent même pas décelé chez le parent. Ça parle du désir donc, dans l'ordre, d'exister, au travers de l'autre, de faire pitié, de se plaindre et de trouver des excuses, ou bien alors de dominer et de se valoriser. Après, la prise de conscience est selon moi la première étape vers un changement et afin de rétablir des relations plus saines. Donc une énorme partie du job a déjà été faite. Je m'arrête là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je tiens à vous proposer des pistes pour s'extraire de ces jeux de rôle et proposer aux gens que l'on aime des relations plus saines. S'offrir aussi à soi-même les moyens de ce que l'on souhaite vivre en tentant de continuer à garder le lien avec la personne que l'on considère et pouvoir l'entendre même si on n'est pas toujours d'accord avec. Je me réjouis déjà de vous retrouver et d'ici là, soyez heureux.